Roger. Vu beaucoup de feu côté ouest du LCA. Les camions poubelles sont prêts. On a de la fumée rouge dessus. Où est-ce que tu es maintenant? Je suis juste derrière toi, Roger. Bien reçu. Je plonge et tire 3 ou 4 roquettes sur la zone. Reçu, vas-y. Le président Lyndon B. Johnson maintient les États-Unis actifs dans la guerre. Au Vietnam, le gouvernement fait de son mieux pour maintenir le pays dans l'ignorance de la guerre grâce à la politique de franchise de l'administration. Ils affirment que la guerre sera de courte durée. L'année 1968 leur donnera tort. C'est l'année où les États-Unis feront face à une offensive sanglante et brutale, alors que la réalité de la guerre touche de plus en plus une population désabusée. C'était plutôt calme, là où nous étions la plupart du temps, sauf pendant le Tet 68 à la fin janvier, et c'est là que tout a basculé. À la fin de 1967, les attaques nord-vietnamiennes à travers le Sud-Vietnam poussent les forces alliées vers la zone démilitarisée. Loc Ninh est attaqué le 29 octobre 1967. Jac To le 23 novembre 1967. À la mi-décembre, le commandement américain confie la défense exclusive au 5e groupe de Rangers sud-vietnamiens. Ils doivent être soutenus par le 2e bataillon 13e artillerie des États-Unis. Les deux Field Force américaines, un groupe de type corps composé de 39 bataillons, sous le commandement du lieutenant-général Frederick C. Weyand, il a pour mission de rechercher et de détruire les bases du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne près de la frontière cambodgienne. Weyand, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, est mal à l'aise. Pourquoi ces soldats ne rencontrent-ils pas plus de troupes ennemies? Pourquoi le trafic radio autour de Saigon est-il plus intense que d'habitude? En faisant appel au général Westmoreland, Weyand est autorisé à rappeler une partie de ses forces dans le cercle de 29 miles autour de Saigon qui entoure la ville. Weyand, il s'avérera, est clairvoyant. 21 janvier 1968. La garnison de Marines à Khe Sanh, située à distance dans le sud du Vietnam, a été fortifiée par le général William Westmoreland, du commandement d'assistance militaire des États-Unis au Vietnam. 6000 marines, Fort Westmoreland craint que les forces vietnamiennes ne prennent la région pour renforcer davantage leur emprise. Le 21 janvier, l'armée populaire du Nord-Vietnam lance une attaque en bombardant la base. 90% des obus d'artillerie et de mortiers des forces américaines sont détruits, 18 marines sont tués et 40 sont blessés. Le président Johnson et le général Westmoreland décident de tenir la base et de lancer un bombardement offensif contre les forces ennemies près de Khe Sanh. Cette première attaque dure 2 jours. La base, avec son avant-poste, bloquait la principale voie d'accès vers l'est de la province de Quang Tri. La solution souhaitée au problème, utilisant des assauts aéroportés en force, n'était pas possible en raison du manque de personnel et d'aéronefs. Même s'ils avaient été disponibles, la météo aurait compliqué une telle opération avant mars ou avril. Il ne fallait pas non plus négliger la possibilité d'attirer une force ennemie majeure dans une position où elle pourrait être détruite de façon décisive. Un autre élément pris en compte dans la décision était que la défense de Khe Sanh pouvait être envisagée comme un exemple classique d'économie de force. Il semblait certain que les 2 divisions d'élite de l'armée nord-vietnamienne, qui auraient pu être utilisées ailleurs dans la province, pouvaient être contenues par un régiment de marines renforcé, avec une aide majeure des frappes aériennes et d'artillerie. En plus de ces 2 divisions, 2 autres divisions ennemies, gardées en réserve par l'ennemi, n'ont jamais été engagées. Parce que la situation n'a pas évolué en faveur de l'ennemi, le général Westmoreland n'avait que 2 choix, rester et renforcer ou partir. Il a choisi de rester.
L'offensive du Tet mettait également à rude épreuve les approvisionnements utilisés par les forces américaines, avec une moyenne de 2600 tonnes de fournitures par jour, sans compter le pétrole. 1000 tonnes supplémentaires seront nécessaires pour lancer une contre-offensive à Kesan. Lorsque l'ennemi a lancé son offensive du Tet, il a imposé une charge supplémentaire au système d'approvisionnement américain, alors présent dans le premier corps et déjà poussé à la limite de la rupture. Le colonel Daniel F. Munster, officier logistique du commandement d'assistance militaire au Vietnam, a déterminé la quantité de fournitures que ces unités consommaient chaque jour et s'est rendu compte qu'il devait disposer de tonnage supplémentaire pour reconstituer les stocks et se préparer à la contre-offensive visant à soulager Kaesong, dont le lancement était provisoirement prévu pour le 1er avril 1968. Alors que l'attention reste concentrée sur la garnison de Marines à Khe Sanh, les Viet Cong, et les forces nord-vietnamiennes se rassemblent lentement dans d'autres régions du Sud-Vietnam. Le 30 janvier 1968. Pendant ce temps, 35 bataillons ennemis convergent vers Saigon avec pour objectif de s'emparer de 6 cibles principales, le quartier général de la RVN à la base aérienne de Tan Son Nhut, le palais de l'Indépendance, l'ambassade des États-Unis, le quartier général naval de Long Binh et la station nationale de radio. Fait inquiétant, cette attaque fait partie d'une offensive de plus grande envergure menée par les forces combinées du Viet Cong et du Nord-Vietnam, et elle s'avérera plus dévastatrice sur le plan psychologique pour le moral américain et la confiance dans la guerre que tout ce qui a précédé. Ho Chi Minh sait que l'Amérique ne retirera pas ses forces et ne négociera pas tant qu'elle n'y sera pas contrainte. La couverture idéale pour permettre aux forces nord-vietnamiennes et aux Viet Cong de lancer une offensive, c'est celle d'un jour férié. Et puis tout à coup, un soir, on était assis là et on a vu toutes ces roquettes, ces mortiers arriver et des balles traçantes partir. Là-bas, à la base des Marines à Quang Tri, on ne savait pas ce qui se passait. Et puis, on a entendu parler de ce qui s'était passé à Hue. La première cavalerie aérienne et les Marines étaient là-bas. On assistait à de grandes batailles, tandis que nous étions assis sur la colline sans savoir ce qui se passait. Tet, c'est quoi Tet? La fête vietnamienne la plus importante, le Tet, apporte avec elle une trêve des combats. Les forces du Viet Cong et du Nord-Vietnam en profitent, ainsi que de la diversion causée à Khe Sanh. Se déguisant en paysans, beaucoup d'entre eux infiltrent les villages et les villes sous prétexte de voyage pour les fêtes. À 01h30, un peloton de 15 hommes du Viet Cong attaque la place impériale à Saigon. Ils parviennent à s'infiltrer dans l'enceinte, mais 8 d'entre eux sont tués par des tirs nourris. Le général Weyand, ses craintes confirmées par la vague d'attaque, envoie près de 5000 soldats américains en action pendant les 2 heures, allant de 03h 00 à 05h 00. Il nomme son commandant adjoint, le général de division Keith Ware, responsable des forces envoyées. Ware est un commandant de bataillon de la Seconde Guerre mondiale et récipiendaire de la médaille d'honneur. À 2h du matin, le complexe de l'état-major interarmé de l'ARVN est attaqué par un bataillon du Viet Cong. Ils n'ont pas réussi à percer lors de leur première attaque, mais sont rapidement renforcés par 2 autres de leur propre bataillon. À 4h du matin, un camion de policiers militaires fonce soutenir le logement des officiers américains près du quartier général de l'ARVN, mais il tombe dans une embuscade du Viet Cong. Les 2 camps échangent des tirs dans une ruelle pendant 12 heures, ce qui se solde par la mort de 16 policiers militaires et la blessure de 21 autres Sioux. Les Viet Cong parviennent à pénétrer dans l'enceinte de l'ARVN vers 9h30, mais ils sont repoussés par les parachutistes sud-vietnamiens. Une explosion secoue le mur extérieur de l'ambassade des États-Unis à Saigon à 2h47 du matin. Elle crée un trou de plus d'1 mètre qui permet à 19 terroristes Viet Cong de s'engouffrer et d'attaquer l'enceinte lorsque le siège de l'ambassade américaine est terminé. À 9h00, 4 policiers militaires et 1 marine sont morts. Un seul soldat Viet Cong survit. Les parachutistes sud-vietnamiens à la station de radio nationale n'ont pas cette chance.
Ils sont arrivés plus tôt pour la renforcer contre une attaque ennemie suspectée et choisissent de dormir sur le toit. C'est une erreur fatale. Les soldats du Viet Cong tirent depuis un immeuble adjacent et tuent tous les parachutistes pendant leur sommeil. Ils prennent la station sans difficulté et se préparent à diffuser une bande préenregistrée qui annoncera leur soulèvement général et la chute de Saïgon aux forces communistes. Ils sont déjoués lorsqu'une équipe située à 14 miles de là, sur le site de transmission, reçoit le signal de couper la liaison. Environ 70 000 Nord-Vietnamiens et Viet Cong prennent les armes contre plus de 100 villes et villages sud-vietnamiens. La partie la plus brutale de l'offensive du Tet se déroule à l'intérieur des murs anciens d'une ville prospère, la ville de Hue, située à seulement 31 miles de la zone démilitarisée et le long de la rivière des Parfums, qui constitue une ligne d'approvisionnement vitale pour l'armée de la République du Vietnam et les États-Unis. Elle sert également de base à la marine américaine. Malgré son importance, Hue reste mal fortifiée et mal défendue. Les forces nord-vietnamiennes commencent leur attaque à 2h33 prenant l'aérodrome de Tak Lok, le quartier général de l'ARVN et le commandement de l'assistance militaire américaine. Enceinte du Vietnam, le combat est sauvage et sanglant et se termine avec les soldats nord-vietnamiens hissant le drapeau du Viet Cong à 8 heures. Ils contrôleront plus de la moitié de la ville, y compris l'ancienne citadelle fortifiée, pendant 3 semaines. Alors que les forces sud-vietnamiennes tentent de réprimer l'ennemi, des marines américains du 1er bataillon de la Task Force Ax-Ray arrivent dans de leur base, à 13 km au sud de la ville. Les combats sanglants et intenses font rage pendant 26 jours. Les marines des 1er et 5e régiments sont forcés de combattre maison par maison, reprenant la ville un pâté de maisons à la fois. Pourtant, les forces communistes tiennent toujours la citadelle impériale et la moitié sud de la ville. Les marines reçoivent l'autorisation des Sud-Vietnamiens d'utiliser des obus et de l'artillerie sur la structure historique et ancienne de la citadelle. Nous sommes le 29 février lorsque les forces américaines reprennent enfin la citadelle et forcent les Nord-Vietnamiens à se retirer. Les soldats découvrent que la citadelle est le site d'un massacre. Des catégories entières de citoyens, des intellectuels aux chefs religieux, ont été arrachés à leur domicile par le Viet Cong et exécutés, enterrés dans des fosses communes. Près de 2800 corps seront découverts au cours des prochaines années. Ceci peut être vu comme une victoire sur le papier. Mais avec 80% de la ville détruite par les frappes aériennes de l'armée de l'air et les civils survivants laissés sans abri, c'est au mieux une victoire à la Pyrrhus. De retour aux États-Unis, la couverture médiatique de Hue révèle à la population les effets de la guerre de première main. C'est le tournant dans la perception de la guerre par le public américain, car les médias la diffusent directement sur leurs écrans de télévision. J'étais vraiment déçu parce que mon père m'envoyait des journaux qui arrivaient là-bas environ une semaine après. Il les avait envoyés, ils allaient raconter que, vous savez, des unités avaient été complètement anéanties alors que ce n'était pas le cas. Ou bien il y avait une bataille et ils disaient que 3 Américains avaient été tués, mais ils omettaient aussi de dire que 100 Nord-Vietnamiens avaient été tués dans cette même bataille. Et c'était très partial, soutenant essentiellement les Nord-Vietnamiens et biaisé dans le sens où il laissait entendre que les Nord-Vietnamiens gagnaient la guerre alors que c'était l'inverse. Des batailles font rage dans tout le Sud-Vietnam, mais les forces alliées en sortent victorieuses, les forces nord-vietnamiennes et Viet Cong étant décimées. La grande décimation des rangs du Viet Cong crée un déséquilibre entre les deux alliés communistes, les Nord-Vietnamiens gagnant plus de pouvoir dans l'alliance. Les forces ennemies perdent des milliers d'hommes, 8113 selon le commandement de l'assistance militaire,
le Vietnam, tandis que les pertes américaines s'élèvent à 216 tués et 1594 blessés, et celles des Sud-Vietnamiens à 452 morts et 2123 blessés. Au total, environ 58 000 personnes sont perdues de tous les côtés. Merci de nous avoir regardés. Pour soutenir la production de contenu historique captivant, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.